Quand j'arrive à Brazzaville, j'étais escorté par 2 personnes de la DGST. Et j'arrive ici, c'est un colonel histoire, et je ne sais pas, qui me dit oui, venez dans mon bureau. Je dis mais pour faire quoi exactement? Oh non, bon, mais il y a vous êtes sorti sans autorisation du ministre. Je dis mais il n'est pas là. Mais dans le cas d'une liquidation, c'est un juge commissaire. C'est lui qui est en mission. Bien sûr. Mais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Oh bon, on vous prend votre passeport. Et puis si vous voulez le retirer, allez voir le général Bajir, je n'irai jamais le voir. Allez lui dire que je n'irai jamais le voir. S'il est le ministre du ciel et de la terre, mais il y aura une fin dans toute chose. Exactement. Donc vous n'avez pas titre de voyage en votre possession actuellement? Non, enfin, le passeport, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. Bien sûr. Mais vous croyez que c'est dû à quoi? Mais je... Voilà, vous avez justement compris la réaction du président Mathurin Bailly qui a été interpellé par les services de la DGST. Alors, Elie Smith, en tant qu'observateur, que selon vous justifierait cette interpellation, selon vous? Selon moi, écoutez, moi je pense que c'est peut-être, moi je dis honnêtement ce que je pense que c'est le verdict qu'il a rendu qui n'a pas plu. Parce que moi, là où je suis, c'est un matin, je ouvre mon truc, je regarde Associated Press, je vois Passport of George Retain, que le passeport d'un juge, c'est Associated Press. Et on a cité DRTV. Vous qui avez allé vite en besoin, il qu'il est pas. Non, mais parce que j'ai suivi sur RFI, c'est pour ça que j'ai dit. Vous êtes une élite du Congo, donc vous avez d'abord RFI avant de suivre. Bon, c'est là où j'ai suivi. Moi, je pense, c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit, pourquoi se fait-il que. Je me suis posé 2 questions. Pourquoi se fait-il que il a rendu ce verdict et puis il voyage? Ça, c'est la première question que j'ai posée. Le lendemain. Ouais. Et l'autre question était, j'ai dit, je comprends pourquoi le jour où il rendait cette verdict, il était en train c'était comme si, je me suis conclu et j'ai dit honnêtement ce que j'ai pensé. Je me suis dit, ça veut dire que le jour où il voulait rendre ce verdict, il y a eu un problème, peut-être il y avait de pression, on ne voudrait pas qu'il dise ce qu'il a dit, ou peut-être n'a pas su interpréter ce qu'il a, prendre les décisions normales. C'est ça qui a fait qu'il est parti. Pour moi, et la conclusion que j'ai prise, pour le Congo, ce n'est pas une bonne chose, parce que quelqu'un qui est de l'extérieur, qui suit, comme les gens de Associated Press là que j'ai vu, qui suit qu'un juge, son passeport a été retiré, directement on se dit, comme moi j'ai réfléchi, peut-être ça veut dire que comme on a eu un procès retentissant qu'il a eu là, le verdict qu'ils ont rendu n'était pas bon. Et ça s'est montré, j'ai lu une fois là, les gens se plaignaient que mais oui, lui et Moukala se comportaient comme les avocats de la défense. Moi je pense que le Congo, une fois de plus, est sur le planétaire et que quand on veut que notre pays soit respecté, il faut qu'on commence d'abord, on parle on malmène le pays. Un juge comme ça qui va régulièrement à Cotonou, parce que après il va régulièrement à Cotonou parce que on dit qu'il enseigne là-bas. Il enseigne aussi là-bas. Il donne des cours à les humains, qui est l'école régionale supérieure de la magistrature qui est basée à Porto-Novo. À Porto-Novo. Et pour conclure que je ne sais pas si je suis en train de trahir quelque chose, c'est un monsieur aussi qui suit les médicaux. Ça veut dire que peut-être qu'il voyage, il arrive là-bas, il va se soigner aussi. Moi je pense qu'il y a aussi de la manière qu'on doit faire des choses. On ne doit pas toujours vouloir souiller le nom du Congo souvent dans la boue, arrêter un monsieur comme ça, ce n'est pas une bonne chose, quel qu'en soit le cas qu'il est passé. On ne peut pas envoyer un OPJ aller prendre le passeport de quelqu'un et on retient, comme il dit, on retient son passeport. Bon, je crois qu'il était un peu fâché parce que quand il dit là-bas que bon, toute chose a une fin, je ne sais pas de quoi il veut parler, peut-être parce qu'il était exilé. Justement, Joachim Banja, que se serait-il passé réellement? Mais nous venons de suivre l'élément. Vous savez, entre ce qu'on pense, ce qu'on analyse et la réalité, il faut toujours se dire qu'il peut y avoir un fossé. Une image, un fait peut changer carrément toute votre analyse. Effectivement, au départ, moi j'ai eu les mêmes interrogations qu'Elie. Et puis je me suis dit quand même, les gens ne sont pas irresponsables comme ça là pour aller provoquer une histoire comme ça là qui peut retomber sur le pays. Donc probablement il doit bien y avoir quelque chose. Bon, cherchons un peu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les micros se sont dirigés vers le concerné, le président de la Cour d'appel de Brazzaville, mais probablement la presse n'a pas aussi cherché à savoir de l'autre côté
pourquoi ils ont agi de la sorte. Il faut se dire... Vous, en tant que journaliste, vous l'avez fait? Et après avoir été parfait de cette situation? Nous, on l'a fait, c'est pas facile et tout, mais on essaie quand même vraiment de voir qu'est-ce qui s'est passé. Au point que nous sommes même entrés en possession du fameux ordre de mission. Hein? Et donc, après les faits qui se sont passés tels que le président Bailly l'a dit, encore que, il faut se dire, Elie a analysé, mais c'est pas vrai, hein. Personne n'est au-dessus de l'État. Personne. Le général Dabira à Paris a été interpellé par un jeune officier. Non, personne n'est au-dessus de l'État. Personne. Si nous sommes là assis en ordre, c'est parce qu'il y a des services qui fonctionnent. Donc un État est organisé. N'oublions jamais cela. Un État est toujours organisé. Il est même prévu dans la Constitution des procédures pour juger le chef de l'État en cas de haute trahison. Donc c'est pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Et donc, on s'est interrogé, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a cherché à voir les quelques faits et on est tombé sur cet ordre de mission en analysant effectivement pour les services. Ce qui s'est passé, c'est que le président Bailly a fait ses formalités à l'aéroport international Maya-Maya auprès d'un policier, comme tout passager. Il était détenteur d'un ordre de mission et d'un passeport ordinaire. Alors, il est président de cour d'appel, il est membre d'une institution constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, et puis, il a pris place dans l'avion, il est parti. Je crois que c'est après les services, en analysant son ordre de mission, éveillé par le fait que, mais qu'est-ce qui pouvait emmener le président de la cour d'appel à être dans le premier avion du lendemain après avoir lu le verdict? Donc, effectivement, ça a éveillé un peu les soupçons des services. En regardant de près l'ordre de mission, ils ont constaté que c'est lui-même qui avait signé son ordre de mission. Il partait pour une mission d'Air Afrique, la liquidation secondaire d'Air Afrique. Donc il s'est lui-même mis en mission. Et ça a éveillé les soupçons. Et donc les services l'ont rattrapé à Pointe-Noire. Bon, j'avoue que je n'aimerais pas vivre ce qu'il a vécu. Oui. Effectivement, je comprends son état et tout. Personne ne souhaiterait vivre cela. Mais en analysant, je me suis dit, mais c'était quand même une imprudence de sa part, probablement. C'est-à-dire que même s'il avait l'habitude de faire comme ça là, voilà. Mais après une affaire aussi complexe qui a créé un état d'esprit dans le pays, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Oui. Hein, nous l'avons dit ici, c'est quand même une affaire qui concerne des dégâts matériels importants, plus de 300 compatriotes arrachés à la vie, des familles brisées, des carrières cassées. On ne peut pas comme ça, après l'avoir jugé, le lendemain on est dans l'avion, on est parti. Et avec un ordre de mission que soi-même on se signe. Ça a laissé donc place voilà. Et donc on a rendu compte de ça. Moi je trouve que probablement il y a eu peut-être une certaine imprudence de sa part de ne pas donner une forme convenable à sa mission. Et la forme convenable c'est quoi? Probablement une autorité du Conseil supérieur de la magistrature l'aurait mis en mission. Peut-être que ça l'aurait couvert, mais peut-être pas lui-même. Mais la question que je pose, c'est que, bon, est-ce que ce n'est pas son habitude? Peut-être il a cru, moi, mon interprétation, il était sous pression. C'est vrai que vous dites que, après avoir rendu ce genre de verdict, qu'est-ce qui peut se passer? Il ne veut pas. Mais je crois aussi de l'autre côté. Après avoir traité une affaire aussi complexe. Le verdict. Peut-être, je ne pas le verdict, je m'excuse. Peut-être il s'était aussi dit que c'est business as usual. Il est parti comme il est dans le comité de liquidation de Air Afrique. Et puis il voulait aller rendre parti comme rien. Moi je crois que oui, c'est ça. Mais il fallait donner. Ce qu'on n'a pas tout compris. Bon, personnellement, quand on voit l'entourage qui était à l'aéroport, cet entourage est composé uniquement des avocats qui ont été dans la partie de défense lors du procès publié la veille. Oui, c'est ça. Oui, mais on n'est pas dans ces cas de conspiration. Le problème est que, écoute, je crois les avocats ont un esprit de corps. Ils peuvent défendre Banza aujourd'hui,
on peut me défendre. Je crois que bon, et aussi c'est les gens qui cherchent. Ils sont venus là pour la solidarité. C'est moi que c'est une solidarité. On peut être, c'est comme on est en France. Moi je suis un libéral. Ça ne fait pas que si lui il est de gauche, je ne veux pas s'il a un problème ou quand on est journaliste. Si un collègue a un problème, on doit être solidaire avec notre collègue. Il ne faut pas qu'on interprète que, bon, écoute, c'est un peu bizarre, comme Njolani, c'était l'avocat de Ntchourou, et j'ai vu l'autre là, bon, Malonga. Non, ça, c'est on peut faire cette lecture-là, oui. Mais elle me paraît un peu trop transigeante. C'est-à-dire que, trop transigeante, c'est-à-dire qu'elle laisse un peu passer trop de choses. On a quand même affaire à un magistrat de siège. Donc à une autorité judiciaire. D'ailleurs, même il a dit il n'est pas le président de la cour d'appel de n'importe quelle ville. Voilà, donc le président Bailly peut prendre son téléphone, appeler le ministre de la Justice. Il peut prendre son téléphone, appeler le président de la Cour suprême. Mais est-ce que le ministre de la Justice, en tant qu'exécutif, c'est lui qui signe les ordres de mission? Mais il n'était pas là, c'est ce qu'il a dit. Mais en tant que conseil supérieur de la magistrature, c'est eux qui gèrent l'administration des magistrats. Un magistrat ne peut pas prendre sa valise, se faire un ordre de mission et puis filer. Voilà, une autre affaire qui pourrait certainement faire fâcher les autorités congolaises avec l'ultimatum de la justice française. Elle encore, cette justice demande au Congo de rapatrier les restes mortels de Pierre Savono de Brazza et famille en Algérie, ce dans un délai de 3 mois. Images et commentaires. Suite au verdict qui est tombé en France sur le rapatriement des restes mortels de Pierre Savono de Brazza et de ses descendants en Algérie, DIA-TV International s'est rapproché ce vendredi de la directrice générale du mémorial Pierre Savono de Brazza pour en savoir plus. Pour Belinda Ayessa, la décision de la justice française qui donne un ultimatum de 3 mois au Congo pour rapatrier les restes de Pierre Savono de Brazza est juste un acharnement sur le Congo. Elle balaie d'un revers de main le verdict de cette justice qui fait état du Congo qui n'aurait pas respecté les accords sur le rapatriement des restes mortels de Pierre Savono de Brazza et de ses descendants. La France a donné un ultimatum au Congo, mais nous sommes un pays souverain. Et ce n'est pas une justice française de donner un ultimatum au Congo. Ils ont pris une décision, la justice française a pris une décision, ou a donné une décision pour le rapatriement, soi-disant, des restes mortuaires de Savono de Brazza. Mais écoutez, c'est la justice française. Nous sommes là à la cour d'appel. Je pense qu'il y a toujours possibilité de se pourvoir en cassation. C'est ça la justice. Donc je ne pense pas qu'il y ait à paniquer. Je crois que les gens sont libres de mener leur combat et nous sommes libres également aussi de dire ce que nous pensons. Simplement, voilà. Donc, lorsque vous parlez de ces clauses, mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que les gens qui aujourd'hui s'expriment sur ces chaînes de radio, de télévision, on connaisse la quintessence, on connaisse la profondeur de ces clauses? Je ne pense pas. Je crois simplement qu'il faut se rabattre auprès des avocats, des autorités congolaises qui, au moment opportun, nous avons des avocats d'une grande compétence qui sauront au moment opportun faire face justement à ce genre, comme vous avez appelé, ultimatum, qui pour moi, qui n'est pas un ultimatum. La directrice générale du mémorial Pierre Savono de Brazza va-t-elle saisir également les tribunaux congolais pour mettre la lumière sur cette affaire? Belinda Ayessa pense qu'il y a des autorités habilitées pour mener une telle démarche. Les autorités feront leur travail. Je ne suis que la directrice générale du mémorial Pierre Savono de Brazza. Mon travail, c'est d'animer, de veiller justement sur la mémoire de Pierre Savono de Brazza. Mon travail, c'est d'animer, et comme vous avez su le voir, que ce mémorial est devenu une plaque, un endroit, une plaque incontournable de la culture congolaise. C'est ça. Et je pense qu'en partie, moi, mes collaborateurs, nous avons réussi un pari et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Et comme je l'ai dit tantôt, ça ne va rien changer de ce que nous pensons sur Pierre Savono de Brazza. Signalons que l'inauguration du mémorial Pierre Savono de Brazza avait eu lieu le 3 octobre 2006 en présence des 3 chefs d'État, le Gabonais Omar Bongo Ondimba, le Français Jacques Chirac et le Congolais Denis Sassou Nguesso.
Alors, mes chers confrères, rapidement, comment commentez-vous cette situation? Alphonse qui n'a pas parlé depuis un certain temps. Je regrette amèrement à écouter ma consoeur Belinda, parce qu'elle est journaliste, bon, elle ne fait pas preuve d'une maîtrise du dossier. Elle sait très bien qu'il y avait eu un protocole d'accord entre les autorités congolaises et les descendants de Brazza, qui consistait donc à construire une statue en l'honneur du roi Makoko. D'ailleurs, je suis étonné lorsque j'ai suivi sur les ondes de RFI, je le dis clairement, j'ai suivi l'avocat de l'État congolais qui disait que bon, on a érigé une statue en l'honneur de Pierre Savoyan de Brazza, mais Makoko, on ne sait pas à quoi il ressemblait, on n'a pas ces images. Ça, c'est carrément une grande injure. Ça montre que ce juriste français, cet avocat français, ne connaît pas le Congo. Si on a la photo de Jésus, que moi je n'ai jamais vue, on a la photo de Sundiata Keita, on a la photo de Chaka Zulu, mais alors la photo de roi Makoko, on ne l'a pas, et que bon, on ne sait pas comment faire sa statue. Je m'interroge sur franchement la pertinence et même la pertinence de son analyse et de son intervention à RFI. Cela étant dit, je crois que nous, il faut reconnaître que l'État congolais n'a pas fait des efforts, n'a pas respecté le protocole d'accord. Il fallait faire une route goudronnée qui devait partir de Brazza à Mbé, une route goudronnée. Je pense que là, l'occasion était tout indiquée à travers la municipalisation des plateaux, pour pouvoir, n'est-ce pas, pourquoi pas faire une route goudronnée. Cela n'a pas été fait, mais le Congo bénéficie actuellement des circonstances atténuantes, puisque je crois que l'État congolais a interjeté appel et va donc se pourvoir en cassation. Peut-être d'ici à là, il est temps que l'on puisse donc rattraper les éléments qui figurent dans le protocole d'accord, afin que, lorsque nous serons devant les juridictions françaises, nous ayons